Voilà, bienvenue à tous et bon, nous sommes quand là? Nous sommes vendredi. Bon vendredi à tous. Nous sommes là pour continuer notre apprentissage en audiovisuel. Je suis votre enseignant, professeur d'infographie Azongo Mills, comme vous le connaissez. Bon, on avait prévu travailler pendant un certain bout de temps et justement pendant ces congés, mais on n'a pas pu s'accorder. J'ai donc trouvé cette alternative pour que nous puissions donc travailler. Bon, ici nous allons avoir 4 vidéos comme je vous ai dit. Les 4 vidéos vont nous permettre de réviser ce que nous avons déjà eu à faire et effectivement avancer, parce que en janvier nous allons nous concentrer sur autre chose, notamment les exercices pratiques. Bon, voici le programme que nous allons voir. Nous allons présenter le logiciel, nous allons voir l'interface du logiciel, nous allons voir le paramétrage, les préférences du logiciel, nous allons voir les 6 piliers de After Effects, nous allons voir la boîte à outils, la création d'un premier projet sur After Effects, l'importation des métrages, l'organisation des métrages dans le logiciel, la construction d'une composition, comment transformer une composition, et la présentation sommaire des clés d'animation. Nous allons aussi voir ensuite maintenant la présentation sommaire des calques de texte et de formes vectorielles. Et ensuite nous allons faire notre premier rendu sur After Effects. Et puis après dans cette première phase que je considère, cette phase ici, que je considère comme la phase introductive. Excusez-moi, j'ai des voisins qui sont encore très petits. Les enfants là jouent beaucoup. Donc, je disais donc ici, après cette phase que je considère comme une phase introductive, nous verrons donc la suite, c'est-à-dire de la création de la composition jusqu'à la rotoscopie. Jusqu'à la rotoscopie, c'est une pulsation sur fond vert ou sur fond bleu. Donc, il va de soi que nous verrons donc les calques de texte, les calques de solide, les calques de forme, les calques de caméra, les calques de lumière, les objets nuls, les masques vectoriels, le track math aussi. Nous allons comprendre la logique de l'interpolation linéaire de base. Nous allons approfondir les clés d'animation. Nous verrons les lissages. Nous verrons l'éditeur graphique, la notion d'enfant, parent, une fois de plus les expressions de base, avec notamment le wiggle, le time et plusieurs autres expressions. Le time mapping, c'est-à-dire le ralenti, le time warp, la déformation, la stabilisation, le tracking et, comme je vous ai donc dit, la rotoscopie. Bon, voilà. Nous allons commencer par ce premier point qui est donc la présentation du logiciel. Pour présenter le logiciel, vous savez que pour ouvrir le logiciel Adobe After Effects, c'est comme toutes les applications classiques sur Windows. Bon, après nous sommes sur Windows, nous ne sommes pas sur Mac. Et il suffit juste de double-cliquer sur l'icône du logiciel, ou si vous avez déjà le logiciel sur la barre des tâches, vous voyez chez moi ici c'est un peu original, j'ai mis la barre des tâches au-dessus de mon écran. Ça me permet de vite y accéder. Quand c'est ici en bas, bon, ça me fatigue un peu. Donc là, ici, moi j'ai donc il y a l'icône de mon logiciel. Il suffit juste voilà que je clique dessus et le logiciel va s'ouvrir. Et je vous dis, bon, ici chez moi le logiciel était déjà ouvert parce que j'ai préparé le cours. Donc là, je vais juste cliquer là et là j'ai dans le logiciel qui est ouvert. Et là, nous allons donc présenter l'interface du logiciel. L'interface du logiciel After Effects est présentée comme la majorité des logiciels de la suite Adobe, c'est-à-dire on a des palettes, on a des panneaux, et vous savez qu'un ensemble de panneaux forme un dock, D-O-C-K, un dock. Donc, avec une disposition particulière des panneaux, on définit ce qu'on appelle un espace de travail. Tout ceci donc, toute cette disposition-ci que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle donc un espace de travail. Toute cette disposition-ci, toute cette disposition-là, c'est ce qu'on appelle un espace de travail. Et on a donc plusieurs espaces de travail dans After Effects. Par exemple, ici, je suis sur Default. Ceux qui ont les versions françaises, c'est-à-dire les standards. Par défaut, on a notre standard ici.
On a small screen, c'est-à-dire pour les petits écrans. Libraries. Et si je clique ici, je peux voir d'autres espaces de travail qui sont prévus par, je n'allais pas dire par la réglementation en vigueur, mais par ceux qui ont conçu le logiciel. Donc on a le menu dédié aux effets, à la correction colorimétrique, à l'animation. Et ici c'est All Panels. All Panels permet d'avoir, comme je l'ai dit, tous les panneaux affichés. Bon, c'est une disposition un peu, je vais dire comment, je sais pas si vraiment il y a des gens qui utilisent ça. C'est juste pour la présentation. Donc All Panels permet d'afficher tous les panneaux. Donc tous les panneaux seront disponibles. Ici on a Small Screen qui est bien pour des personnes par exemple qui ont des écrans d'ordinateur petits, que ce soit les laptops, que ce soit les desktops. On a donc aussi standard ici. Vous voyez qu'on a une privilégiation. Donc c'est-à-dire on privilégie certaines palettes à d'autres en fonction des espaces de travail. Donc ça c'est dans l'interface basique donc, du logiciel. Ici moi je vais revenir sur l'interface default. C'est l'interface que j'utilise généralement de base quand je ne définis pas un espace de travail prédéfini, parce qu'on peut aussi définir un espace de travail pour être à l'aise, pour avoir un certain confort non seulement visuel mais aussi ergonomique lorsque nous sommes en train de travailler. Voilà. L'interface dans le logiciel, ici, tout en haut là, nous avons dans les menus, nous avons les différents menus du logiciel. C'est-à-dire, on a le menu fichier, on a le menu édition, on a le menu composition, on a le menu calque, on a le menu effet, on a le menu animation, on a le menu affichage, on a le menu fenêtre. Bon, help, aide, c'est pour les personnes qui ont les versions complètes du logiciel. Moi, pour ma part, je n'ai pas de version complète, il y a une version craquée. Ceux qui ont les versions complètes ont justement accès à Adobe Cloud. Adobe Cloud, c'est pour permettre de, comment je dire, d'être directement en rapport avec ceux qui ont fabriqué ces logiciels, de telle sorte que si tu as un souci, tu peux les écrire et ils vont te répondre moyennant un temps relatif. Bon, ici dans le menu fichier, c'est lui qui permet de, comment je veux dire, c'est lui qui permet la gestion des fichiers dans le logiciel After Effects. C'est-à-dire que quoi? Lorsqu'on veut créer de nouvelles choses, lorsqu'on veut créer de nouvelles choses, pour créer de nouvelles choses, ça peut être des projets, ça peut être des fichiers Photoshop, ça peut être des fichiers Cinema 4D. Parce que pour rappel, Photoshop, je ne sais pas pourquoi je parle de Photoshop, After Effects a maintenant un plugin intégré qui permet de le lier à Cinema 4D. Cinema 4D, c'est un logiciel de 3D. Je l'utilise généralement aussi. Voilà son icône ici. Bon, c'est pas le but du cours. C'est juste pour vous expliquer ceci. Parce que vous voyez là, au niveau de la création de nouveau, on a un nouveau projet. On a aussi Maxon Cinema 45. C'est-à-dire donc, vous pouvez, comment je veux dire, interagir plus facilement maintenant avec les fichiers Cinema 4D. C'est-à-dire que pendant que ce fichier est ouvert, par exemple, dans Cinema 4D, vous pouvez continuer à le travailler aussi dans After Effects. On appelle ça la post-production et c'est très bien pour faire du compositing. Vous n'avez plus besoin de refaire un import. Il y a une synchronisation un peu comme le lien dynamique avec Photoshop, Illustrator, InDesign ou d'autres logiciels de la suite Adobe comme Adobe Audition. Ici, à part dans la création de nouveaux projets, de nouveaux projets, de nouveaux dossiers, folders ou de nouveaux fichiers Adobe Photoshop ou Maxon Cinema 4D, on peut ouvrir Open. Qu'est-ce qu'on peut donc ouvrir? On peut ouvrir un projet qui existe déjà. Ça veut dire que si on avait déjà créé un projet sur Adobe After Effects, ici au niveau du menu fichier, on peut non seulement en créer, mais on peut aussi en ouvrir. Ici, on peut ouvrir des projets par équipe. Ça, c'est bien pour si c'est que vous êtes abonné à la suite Adobe et si vous voulez travailler en équipe avec d'autres graphistes. On peut ouvrir des projets récents. On va vous afficher un certain nombre de projets récents que vous venez de faire. Browse in Bridge. Bridge est un logiciel de la suite Adobe qui est un pont, comme son nom l'indique, Bridge. Il permet de, comment je vais dire, il est un logiciel intermédiaire entre le système d'exploitation, un logiciel de la suite Adobe et donc il est un logiciel intermédiaire entre le système d'exploitation et les logiciels Adobe. Ça peut être Photoshop, Illustrator, InDesign,
Adobe Audition, After Effects, quels que soient les logiciels de la suite Adobe, lui, il permet donc de faire le pont. C'est pour ça qu'on appelle bridge. Il permet donc de faire le pont entre le système d'exploitation, entre ton système d'exploitation et les logiciels de la suite Adobe. Ça permet de facilement avoir accès à des fichiers et on peut aussi facilement faire des importations à partir de bridge. Bon, maintenant, ici, on a la possibilité de fermer un projet, fermer le logiciel, fermer un projet, enregistrer sous. Enregistrer ou enregistrer sous. On a la possibilité d'enregistrer avec des incrémentations. L'incrémentation, c'est quoi? Si par exemple, tu enregistres un projet qui s'appelle peut-être CFI Intel, en faisant des incrémentations, tu peux faire CFI Intel 00, CFI Intel 01, CFI Intel 02, CFI Intel 03. Ça fait que tu as donc des incrémentations de ton projet, c'est-à-dire de même projet, mais enregistrés avec des noms différents. Ça fait donc que tu peux revenir à des étapes précédentes. Par exemple, si peut-être tu as travaillé pendant 1 heure, tu peux avoir une incrémentation qui correspond à peut-être 30 minutes de ton travail, une incrémentation qui correspond à 10 minutes de ton travail, une incrémentation qui correspond à 50 minutes de ton travail, et ainsi de suite. Et c'est très important parce que ça peut arriver qu'un client peut-être te demande quelque chose que vous n'aviez pas encore validé, mais qui lui a plu. Et avec les incrémentations, tu peux facilement revenir à des versions précédentes de ton projet. Voilà, on a donc l'import de fichiers. L'import, vous voyez, on a l'import de fichiers, l'import multiple de fichiers. Vous pouvez importer des projets Adobe Premiere Pro dans After Effects. Vous pouvez importer des solides. On verra le Vantage Point pour ceux qui vont faire des formations plus avancées sur After Effects. Vous verrez ce que c'est que le Vantage Point. C'est très important justement pour faire des perspectives. Et ici, on peut aussi importer des footage, c'est-à-dire des métrages récents. Des métrages, c'est quoi? On avait vu ça sur Premiere Pro. Les métrages sont les audios, les vidéos, les photos, les fichiers Photoshop, les fichiers Illustrator. Vous pouvez donc importer des métrages récents, c'est-à-dire les métrages que vous avez utilisés récemment. Vous pouvez passer ici pour les importer, et ici on a la possibilité d'exporter. On peut exporter pour le logiciel Adobe Media Encoder. Je vous ai parlé d'Adobe Media Encoder quand on est en train de parler de Premiere Pro. Je vous ai dit qu'Adobe Media Encoder, c'est le logiciel de la suite Adobe qui permet de faire les rendus. C'est-à-dire que tu peux lancer plusieurs rendus, et tant que tu n'as pas de copie de courant, quand il finira de rendre un élément, il va continuer à rendre les autres. Donc il permet de faire des piles de rendus. C'est un très bon logiciel. Voilà, ici on a donc justement l'Adobe Font, Adobe Hard Font from Adobe. Ça c'est pour ceux qui ont les versions complètes du logiciel, c'est-à-dire qui ont l'abonnement à l'Adobe Cloud. C'est-à-dire vous pouvez donc par exemple télécharger des polices à partir de votre logiciel Adobe After Effects. On a l'Adobe Dynamic Link. Je vous ai dit que le Dynamic Link permet de lier tous les logiciels de la suite Adobe de telle sorte que quand tu modifieras un fichier dans l'un des logiciels de la suite Adobe et qu'il est ouvert dans un autre logiciel de la suite Adobe, il va automatiquement s'actualiser. Find permet de trouver par exemple des fichiers que tu seras en train de chercher. Ça peut arriver que dans ton projet, tu as plusieurs fichiers et tu es en train de travailler et tu ne retrouves plus un fichier spécifique. Avec Find, tu peux facilement retrouver ce fichier-là. Donc voilà, au niveau donc des scripts, des proxys, des interprétations de métrage, on reviendra sur ça plus tard. Et au niveau des watchfolder, dependencies, on verra aussi ça plus tard pour collecter les fichiers qu'on a eu à utiliser. Project setting, ici c'est pour voir les paramètres du projet. Et si je clique dessus, vous verrez donc que dans les paramètres du projet, on privilégie, ici nous sommes, pour rappel, nous sommes sur la version CC 2019. Ici on privilégie donc le rendering. Le rendering, c'est-à-dire c'est qui va te permettre de faire le rendering. Est-ce que c'est ton CPU ou est-ce que c'est ton GPU? CPU c'est ton unité centrale. CPU c'est ton unité centrale. C'est ton unité centrale qui prend les devants. GPU c'est ta carte graphique. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir des cartes graphiques costauds, des cartes graphiques puissantes. Ici on a le time display style, c'est-à-dire la manière dont on va compter le temps. Pour nous par exemple, on va compter le temps en time code. Je vous renvoie dans vos cours de Premiere Pro. On avait vu que quand on comptait le temps en time code, ça veut dire heure, minute, seconde et image. Et on avait vu
Fit plus frame, vous voyez que ça revient ici. C'est juste pour l'affichage. Maintenant, les couleurs maintenant, c'est pour définir l'espace colorimétrique. Working space, none. Ici, je n'ai pas un espace colorimétrique sélectionné, mais je peux en sélectionner un. Et on avait vu que l'espace colorimétrique définit la manière avec laquelle les couleurs vont être affichées. On avait parlé de ça sur Premiere Pro. L'espace colorimétrique est très important, notamment quand on veut faire des étalonnages. Il faut maîtriser les espaces colorimétriques. Un bleu, par exemple, en REC 709 gamma 2.4 ne sera pas le même bleu en sRGB IE C 61 966 2.1. Donc, on n'aura pas la même combinaison, on n'aura pas la même couleur. C'est ce à quoi servent les espaces colorimétriques. C'est pour réorienter les couleurs. Et ici, on a depth, c'est-à-dire la profondeur de couleur. Ici, nous ne sommes qu'en 8 bits. On peut aller jusqu'à 32 bits. Vous voyez ici, on peut aller jusqu'à 32 bits. Tout ça en sachant que c'est gourmand en ressources. Au niveau de l'audio, on a aussi la gestion de l'audio ici. Et vous voyez qu'on a le fameux 48 000 kHz. Vous avez dit que l'audio en vidéo, son taux d'échantillonnage, c'est 48 000 kHz. Maintenant, on a aussi un paramétrage par défaut des expressions. Et les expression engine. Engine, c'est comme le moteur. Donc ici, nous sommes par défaut en JavaScript. Parce que lorsqu'on fait des expressions, c'est du code. C'est du code de base. C'est pour faire des automatisations de fonctions. On verra les expressions plus tard. Là, je suis en train de vous présenter donc le premier menu qui est le menu fichier. Le menu édition. Quand on dit éditer, ça veut dire que on va modifier, on va transformer, on va modeler, on va donner une forme qui nous plaît, ce qu'on appelle l'édition. Dans l'édition, on a quoi? On a la possibilité de revenir en arrière, undo, CTRL Z, le fameux CTRL Z. On a la possibilité d'aller vers l'avant, rideau, CTRL SHIFT Z. On a la possibilité d'afficher l'historique. L'historique va nous permettre, comme dans Photoshop, comme dans Adobe Premiere Pro, de nous montrer les différentes opérations qu'on a déjà eu à faire. On a le cut, le fameux cut que tout le monde connaît, tous ceux qui utilisent le système d'exploitation Windows, le CTRL X, couper. On a le copier, copy, CTRL C. On a copy with property links, CTRL Alt C, c'est-à-dire copier avec les propriétés. On a vu les propriétés de calque. On reverra ça tout à l'heure, les propriétés de base d'un calque. Et on verra les propriétés spécifiques de chaque calque un peu plus en avant. Copier, copy with relative properties link, copier avec les propriétés relatives, avec les liens, copier les expressions uniquement, on verra tout ça. Paste, CTRL V, le classique, tout ce qu'on a coupé, tout ce qu'on a copié, toutes les expressions qu'on a copiées, toutes les propriétés qu'on a copiées, pour les coller, c'est avec CTRL V. Pour effacer, donc c'est-à-dire effacer, delete, tout simplement, clé, delete. Dupliquer, ça veut dire que quoi? Tu as un solide et tu veux peut-être un autre solide, peut-être identique à celui que tu avais. Au lieu d'aller en recréer un, tu peux simplement le dupliquer. Ça peut être un solide, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être un texte. Les duplications se font avec CTRL D sur After Effects. Mais sur Photoshop, CTRL D, c'est pour désélectionner. Ne faites pas d'erreur. Split layer, c'est pour couper les calques. On l'utilisera beaucoup. C'est une fonction qui est très utilisée pour couper les calques. Lorsque tu veux couper un calque en deux, tu vas faire du split layer. Lift work area. Ça c'est pour lift work area, extract work area. Ces deux propriétés permettent de définir des intervalles de début et de fin de la zone de travail dans la timeline. Ça aussi on le verra plus tard. Select all, CTRL A. Comme vous le connaissez, même dans le système d'exploitation, c'est CTRL A. Quand tu veux tout sélectionner, c'est CTRL A. Quand tu veux tout désélectionner, dans After Effects, c'est CTRL SHIFT A. Les labels, ce sont des couleurs qui permettent d'identifier les calques. Et là, on le verra ça plus tard. Maintenant, en ce qui concerne la puce, éditer original, éditer dans Adobe Audition, Team Project, Template Préférence, on le verra un peu plus tard. Voilà, le menu de composition. Le menu de composition, lui, il permet de gérer les compositions. Vous voyez, c'est avec lui qu'on permet de créer des compositions. Raccourci CTRL N. Il permet de voir les propriétés de la composition. Raccourci clavier CTRL K. Il permet de trim comp to work area. Très important qu'on verra aussi dans cette formation.
c'est une fonction qui permet de déterminer jusqu'où tu veux prévisualiser ton travail. Parce que lorsqu'on fait des animations, on les prévisualise. Et parfois, il arrive qu'on veut y prévisualiser un intervalle précis. C'est grâce à Trimcomp to Work Area qu'on pourra donc faire ces prévisualisations. Et vous voyez, on a dans le fameux Adobe Media Encoder. Donc par ici, vous pouvez facilement envoyer votre composition dans Adobe Media Encoder pour qu'elle soit rendue. Ici, vous pouvez rendre une image, vous pouvez toujours ici envoyer dans la file de rendu de After Effects. Bon, voilà. Ici, c'est dans le menu de calque. Dans le menu de calque, on peut créer de nouveaux calques. On peut voir les paramètres de calque, layer setting, que ce soit un solide, que ce soit un texte, que ce soit un objet nul, que ce soit une caméra, que ce soit une lumière. On peut voir les paramètres de ces calques ici. On peut ouvrir le calque, on peut ouvrir la source du calque. On peut utiliser des masques, très important. Je vous en ai parlé mardi. Quand on a fait cours mardi, on a introduit les masques. On verra les masques, on verra la qualité des calques, le switch, comment modifier, comment transformer les calques, le time. Ici, c'est pour faire des ralentis. Les ralentis de base, parce que avec le time remapping, on fait des choses plus avancées. Le frame blending, je vous ai dit que blend c'est la fusion. Quand on parle de blend, ce sont des fusions. Vous voyez ici en bas, on parle encore ici de blending mode. Ce sont des modes de fusion. Ce sont des fusions de calques, ce sont des fusions de pixels, c'est-à-dire des mélanges de pixels, un peu comme dans Photoshop, quand on a luminosité, couleur, incrustation, multiplié, et tout ce que vous connaissez là, lumière tamisée, lumière vive, toute color dodge. Bon, je connais mieux les mots en anglais. Donc on a ici le track matte justement, qui est un chapitre que nous allons voir, les layer style, les styles de calque. Les styles de calque, c'est quoi? Inner shadow, drop shadow, inner glow, outer glow, stroke, le contour, bevel, c'est-à-dire le biseau. Tout ce que vous voyez dans Photoshop là, on a aussi ça ici. On verra comment contrôler les caméras, l'autotrice, les précompositions. Très important. On en a commencé à parler dernièrement aussi mardi avec Lionel. Ici, on a dans les effets. Le menu des effets permet donc de paramétrer dans les effets. Que ce soit les effets audio, les effets de blur. Blur, c'est quoi? C'est le flou. Sharpen, c'est la netteté. On a les mocap, cinéma 4D, channel, les corrections de couleurs, les distorsions, les expressions, les generate. Generate, c'est pour générer des choses, par exemple des dégradés, des trucs comme ça. Le keying, très important. Nous voyons le keying lorsque nous allons faire de la rotoscopie, c'est-à-dire comment supprimer les fonds verts. Comment supprimer les fonds verts, comment supprimer les fonds de couleur pour faire des incrustations. Le mat ici, c'est tout ce qui concerne la couche alpha. Comment utiliser la couche alpha d'un calque. Comment faire soit le luma mat, comment faire le alpha mat. Le noise et le grain, c'est le bruit et le grain. Très utilisé aussi pour faire des effets, par exemple pour simuler des étoiles, des trucs comme ça, on le verra. Obsolète, perspective, simulation, on verra des particules. Stylize, c'est pour styliser ce que vous faites, le texte, le temps, les transitions, on verra comment faire des transitions, un peu comme dans Adobe Premiere Pro, mais ici les transitions sont animables. Vous voyez, vous avez l'avantage dans After Effects parce que tout ce qui est dans After Effects est animable. Dans le menu animation, vous avez donc les presets d'animation. Bon, c'est vrai que en termes de presets d'animation, c'est souvent très intéressant avec le texte. Mais ce qui sera beaucoup intéressant pour nous, c'est le keyframe interpolation, c'est-à-dire les interpolations des clés, la vélocité, les assistants des clés. On revient maintenant dessus avec les lissages. On verra l'animation de texte, on verra comment ajouter une expression, comment traquer une caméra. C'est quoi ce qu'on appelle le tracking? Le tracking, c'est quoi? Warp Stabilizer VFX. Comment stabiliser une vidéo, par exemple, qui est trop shaky. Shaky en anglais, ça veut dire quelque chose qui bouge. Quelque chose, peut-être une vidéo qu'on a filmée qui bougeait beaucoup, le caméraman bougeait beaucoup la main. Comment stabiliser la vidéo de telle sorte qu'on ne ressente plus toutes ces secousses-là. On verra tout cela avec ce menu. Le menu affichage View, c'est juste pour zoomer, zoom in, zoom out, les résolutions. Est-ce qu'on voit les guides? Les guides, ce sont ces petits repères-là qu'on a souvent l'habitude de voir dans Photoshop et même dans After Effects. On va les créer tout à l'heure en créant notre première composition. Les guides, les rollers. Est-ce que tu veux snapper? Snapper, ça veut dire l'accrochage. Est-ce que tu veux que tout ce que tu crées
puissent s'accrocher à tes guides pour avoir pour avoir un repérage précis dans ton travail. C'est très important d'avoir du travail équidistant, d'avoir du travail équilibré, d'avoir du travail symétrique. C'est très important. On verra aussi tout à l'heure. On voit comment travailler sur les vues de 3D. Comment travailler sur les vues de 3D. J'espère que vous avez des cartes graphiques conséquentes pour pouvoir le faire. Maintenant, le menu de fenêtre. Tout ce qui ne peut pas s'afficher là, dans l'espace de travail. Parce que ceci n'est pas toutes les fenêtres ou tous les panneaux de After Effects. Vous voyez que pour un souci d'ergonomie, il vous affiche des panneaux, ceux dont vous avez le plus besoin en fonction de l'espace de travail que vous sélectionnez ici. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout qui est affiché. Maintenant, si vous voulez afficher quelque chose qui n'est pas affiché dans cet espace de travail, vous n'avez qu'à venir dans le menu fenêtre et vous pouvez checker par exemple tout ce qui n'est pas checké, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas actif. Voilà, et ici on a nos workspace. Ici on a donc une liste plus étendue des espaces de travail. Et vous savez, ici vous avez un espace de travail qui a déjà été modifié pendant que vous avez été en train de travailler et que vous voulez simplement le réinitialiser comme il était au départ, tout simplement reset default to save layout. Vous allez tout simplement le faire. Et si vous créez un espace de travail, vous pouvez tout simplement save as new workspace, c'est-à-dire vous allez tout simplement l'enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Vous lui donnez un nom et c'est bon. Voilà. Voilà, nous sommes en train de présenter l'interface du logiciel. Nous avons commencé donc par les menus. Après cette présentation des menus, nous avons cette deuxième ligne-ci qui sert donc à quoi? La toolbox. La toolbox, c'est la boîte à outils tool. T-O-O-L. Box, B-O-X. La boîte à outils. La boîte à outils, c'est ici qu'il y a tous les outils nécessaires pour le travail dans Adobe Photoshop. On a l'outil de sélection. On a ici la main Hand Tools, on a la loupe Zoom Tool, Z, raccourci clavier Z. Pour rappel, l'outil de sélection c'est V, Hand Tool c'est H, l'outil de zoom, la loupe c'est Z. On a l'outil de rotation, raccourci clavier W. On a l'outil caméra, raccourci clavier C. On a le Pen Behind Tool, c'est-à-dire l'outil qui permet de déplacer les points d'ancrage. Un Darrel, c'est cet outil-ci qui permet de déplacer les points d'ancrage. Y. On a l'outil de forme vectorielle ici Q. Et si on maintient appuyé, on va avoir l'affichage des autres formes vectorielles, sachant que dans After Effects on a le rectangle. Le rectangle, si on dessine en maintenant Shift et Contrôle, on va plutôt dessiner un carré. Donc le rectangle a en même temps le carré à l'intérieur de lui, mais ça dépend de comment on crée la forme vectorielle. Si on contraint avec Shift et Alt ou si on dessine en main libre. En dessinant en main libre, on va dessiner un rectangle, c'est-à-dire une figure géométrique dont on a les côtés égaux 2 à 2, c'est-à-dire la longueur et la largeur. Mais si on fait CTRL Alt, on a donc les côtés tous égaux, ça fait donc un carré. Maintenant, on a l'ellipse. L'ellipse va aussi avoir la même représentation. Avec l'ellipse, si on utilise l'ellipse en dessinant de manière libre, on aura tout simplement quoi? On aura un cercle qui n'a pas un rayon constant. C'est ce qu'on appelle une ellipse. Et si on contraint avec Shift et Alt, non pas Shift et Alt, avec Shift et Contrôle, on aura un cercle parfait. On a aussi le rectangle arrondi, on a l'étoile, on a le polygone. Le polygone, c'est une figure géométrique qui a plusieurs côtés, donc on peut aller au-delà de 4 côtés comme le rectangle. Parce que le rectangle, c'est 4 côtés et le carré, c'est 4 côtés. On peut donc aller au-delà. Quand on va donc au-delà, on considère que tu as créé un polygone. Par exemple, 5 côtés, 6 côtés, et ainsi de suite. Ce n'est pas pour dire que le rectangle et le carré ne sont pas des polygones. C'est juste une nomenclature que ceux qui ont créé le logiciel Adobe After Effects ont adopté. On va créer tout cela. Ici, nous sommes juste dans la présentation de l'interface. Maintenant, après ça, on a quoi? La plume, très utilisée pour faire des tracés, notamment justement pour l'animation de cartes. Et c'est un des projets que j'ai proposé à l'établissement pour ceux qui vont faire le projet professionnel. Il y a l'animation de cartes. C'est très demandé dans le milieu graphique. L'animation de cartes, j'en ai fait tout récemment pour la prochaine CAN. Voilà, et on a le texte, l'outil texte. Après donc l'outil texte, on a le brush tool. Bon, tous ces outils-ci,
sont beaucoup utilisés pour des outils de peinture, de brush tools, de tampons, stamp, c'est le tampon. On a aussi cette reza, c'est-à-dire la gomme. Maintenant ici on a les études de rotoscopie, on a le puppet tools. Puppet tools c'est la déformation de la marionnette. On verra à quoi ça sert. Après dans les menus et après la boîte à outils, on a donc quoi? Les panneaux. On a les panneaux. Et pour rappel, je suis dans l'espace de travail par défaut. Pendant les panneaux, on a donc le panneau projet, le panneau effet, le panneau composition. Vous voyez, ici, je peux créer une nouvelle composition ou je peux créer une composition à partir d'un calque. Ici, j'ai donc le texte, tout ce qui va concerner le texte, c'est-à-dire la valeur du texte, l'interlignage. Ici, si je veux modifier le texte dans le sens vertical, dans le sens horizontal, si je veux faire le gras, ici c'est pour modifier la graisse, gras italique, all caps, small caps, exposant, indice. Voilà, ici on a les paragraphes. Voilà, là pour rappel ici, moi j'ai render queue, c'est-à-dire parce que j'ai lancé un rendu hier soir, j'ai fait une vidéo hier soir et j'ai lancé un rendu, c'est pour ça que c'est resté comme ça, mais par défaut il n'y a pas souvent ceci, vous voyez, je peux fermer. Voilà, et là donc par défaut j'ai donc quoi? La timeline, la ligne de temps qui me permet donc d'afficher mes calques. On a donc une distribution verticale et une distribution et un contrôle horizontal des calques. Voilà, j'ai failli demander qu'il y a une question. Je pensais qu'on était je pensais qu'on était tous ensemble en classe. Donc voilà la présentation du logiciel Adobe After Effects. Ici dans les compositions, vous aurez donc l'affichage de tout ce que vous serez en train de faire dans la timeline. Et tout ce que vous serez en train de faire dans la timeline, vous l'aurez soit importé ici, parce que nous avons vu qu'il y a les calques natifs et il y a les calques importés. Si vous avez importé les photos, les vidéos, les audios, les fichiers Photoshop, les fichiers Illustrator à partir de votre panneau projet, vous allez les déposer dans la timeline et tout ce que vous allez déposer dans la timeline, vous allez le voir ici dans la fenêtre de composition. Dans la fenêtre de composition, c'est l'équivalent direct du moniteur programme de Adobe Premiere Pro. Donc, voilà donc la présentation sommaire et rapide du logiciel. Et voilà, nous continuons avec notre formation et nous allons donc prendre le point suivant qui est donc quoi? Le paramétrage des préférences. Pourquoi paramétrer les préférences du logiciel? Comme le mot l'indique, les préférences, ça veut dire que quoi? Ce sont des choses qui seront personnelles à vous, pour votre confort, pour votre confort, pour que vous trouviez After Effects, comme elle veut dire, agréable, pour que vous puissiez donc travailler avec lui de manière, comme elle veut dire, sans gêne, pour que vous soyez vraiment à l'aise. Il faut que vous paramétriez dans les préférences, non seulement pour votre confort visuel, mais ça va aussi vous faire gagner en productivité. Vous allez mieux travailler, vous allez mieux utiliser votre temps et vous serez plus productif. Voilà, pour donc paramétrer dans les préférences, on vient dans le menu édition. Dans le menu édition, on vient donc dans préférences générales. On clique là. Voilà. Quand je clique donc sur général de édition préférences, j'ai donc ce menu-ci qui s'affiche. Sur ce menu-ci, j'ai donc les paramètres généraux. Les paramètres généraux ici me permettent donc de faire quoi? De créer un nouveau calque à la composition at start time, c'est-à-dire où la composition commence. Donc par défaut c'est affiché. Ça veut dire que quoi? Chaque fois que vous allez créer un nouveau calque, par défaut ce calque là va se mettre du début de la composition jusqu'à la fin de la composition. Donc c'est ce que ça veut dire tout simplement. Ici les paramètres les plus importants, ici au niveau de général, il y aura ceci, Default Spatial Interpolation to Linear. Ça c'est très important. On va en parler plus tard quand on va voir les clés d'animation avancées, parce que lui il permet de donner une imposition aux clés d'animation. Ça veut dire que quoi? Selon qu'il est décoché ou pas, on aura les clés d'animation vont se comporter d'une certaine manière. C'est très important celui-ci.
Voilà, donc on le verra un peu plus tard. Bon, pour le reste, comme vous êtes des débutants, vous pouvez simplement laisser ça comme ça. Ce sont des paramètres par défaut, il n'y a pas de souci là. Ici, au niveau donc, de la prévisualisation aussi, comme je vous ai donc dit, ça va donc dépendre. Est-ce que c'est votre GPU? GPU, ça veut dire que quoi? C'est la carte graphique qui va prendre en compte la prévisualisation de ce que vous allez faire. Et si vous voyez par exemple ici, nous sommes sur OpenGL Vendor NVIDIA Corporation Device GeForce GTX 670M PCIe SSE2. Donc ici ma carte et ma taille totale c'est 2 Go 94. Donc j'ai 3 Go de mémoire dédiée. Donc voilà ce que je vous dis toujours en classe. Vous devez avoir des cartes graphiques qui ont des mémoires dédiées conséquentes. Ça va permettre de mieux travailler dans ces logiciels-ci, notamment After Effects, même déjà Premiere Pro, mais parfois même Photoshop. Il y a des fichiers qui sont très lourds sur Photoshop. Si vous n'avez pas des bonnes cartes graphiques, vous allez beaucoup transpirer. Voilà, à part le GPU, on a aussi la possibilité d'avoir un ray tracing en CPU. Pour rappel, le ray tracing, ça veut dire le lancer de rayons. Le lancer de rayons, c'est beaucoup plus dans les logiciels de 3D. Donc ici, c'est pour simuler comment, par exemple, les calques de lumière. Parce que vous savez qu'on a les calques de lumière, on a les calques de caméra qui sont des calques de 3D. C'est-à-dire, ce sont des calques qui ne fonctionnent qu'avec des calques 3D. Vous ne pouvez pas utiliser un calque de caméra avec un calque 2D. Et on verra comment créer les calques 3D. C'est pas difficile. Voilà. Donc ici, c'est juste pour voir la prévisualisation qui prend le dessus. Ta carte graphique ou ton unité centrale. Voilà. À part ça, maintenant, on a le, comment on dit, zoom quality. C'est-à-dire, chaque fois que tu zoomes, more accurate. Est-ce que ça devient plus précis? Ou c'est juste un affichage fast, c'est-à-dire ça t'affiche quelque chose de plus rapide mais qui n'est pas forcément précis. More accurate expect cache preview. Donc ici ce sera plus précis mais ça va te demander, ça va te créer beaucoup de caches. Les caches c'est un peu comme des fichiers déchets lorsque tu es en train de travailler. Voilà, ici le display ici c'est l'affichage. No more motion path. Motion path c'est le, comment on veut dire, motion c'est le mouvement, path c'est le tracé. Lorsque vous faites des animations sur des tracés, motion path c'est des animations sur des tracés. Vous pouvez créer des formes, vous pouvez créer des tracés vectoriels. Pour rappel, c'est le français Bézier qui a créé ce qu'on appelle la courbe de Bézier. Quand vous utilisez des tracés, vous pouvez utiliser des tracés et faire des animations sur des tracés. Maintenant, leur comportement dépend de ces paramètres-ci. Est-ce que par exemple, no more than 15 secondes par exemple, si tu fais une animation sur un tracé, tu ne voudrais pas que ça dépasse 15 secondes, tu ne voudrais pas que ça dépasse 5 images. Si tu fais une animation sur un tracé, tu ne voudrais pas que ça tu voudrais que ça se fasse sur toutes les clés. Tu ne voudrais pas que ça puisse se faire sur le tracé. Donc c'est à ça que ceci sert. Maintenant, les autres affichages, c'est les affichages liés par exemple aux vignettes, au rendu et tout. Bon, ça vous pouvez d'abord laisser ça. Bon, l'import. Lorsque tu importes length of composition, c'est-à-dire la longueur de la composition. Quand tu importes still footage, still c'est la photo. Quand tu importes une photo, est-ce qu'elle se met sur toute la composition ou est-ce que tu voudrais qu'elle ne se mette que sur une seconde par exemple? Bon, c'est pas très judicieux d'utiliser ça. Faut laisser ceci par défaut, de telle sorte donc que chaque fois que tu vas importer une photo, qu'elle se mette par défaut sur toute ta timeline, du début à la fin de ta composition. Sequence footages, 30 images par seconde. Quand tu fais une séquence d'images, est-ce que tu fais des séquences d'images en 30 images par seconde ou tu veux par exemple définir une autre cadence d'image? Ça on le verra plus tard. Les séquences d'images sont très utilisées parce que ça permet de garder en qualité et on a un poids qui est aussi léger, pardon. Voilà. À part donc ceci, lorsque tu importes donc aussi par exemple une vidéo, enable accelerate H264 decoding requires the start, c'est-à-dire que quoi, quand tu importes
un métrage vidéo, est-ce que tu veux activer l'accélération H264? Ça tombe bien, on commence à parler de ce monsieur. Le H264, comme je vous l'avais dit dans Adobe Premiere Pro, le H264 c'est un preset. C'est un nouveau preset de vidéo. C'est un nouveau preset de vidéo qui a la particularité de garder la qualité et de ne pas trop peser. Parce que je vous avais dit à l'époque, on faisait du AVI, on faisait du MPEG, MPEG 2, et après le MPEG, il y avait MPEG 1, MPEG 2. Après le MPEG 2 est venu l'MPEG 4. Dans le H264, c'est une déclinaison du MPEG 4, c'est-à-dire, ça nous permet d'enregistrer des fichiers qui seront légers, mais qui ont une qualité excellente et parfaite. Donc, c'est ça. Donc, à part donc, ici, au niveau de l'import, on a aussi quoi? L'output. L'output, quand tu fais ton output, est-ce que tu permets, comment je dis, quel est le nombre de fichiers que tu permets? Quelle est la taille? Par exemple, ici, segment vidéo, movie file at. C'est-à-dire, comment je dis, quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? C'est-à-dire, si tu peux décider, par exemple, que tu vas peut-être faire des, comment je dis, des outputs, c'est-à-dire des sorties de fichiers. Lorsque tu fais des sorties de fichiers, par exemple, tu peux définir peut-être un intervalle. Je vais faire mes sorties de fichiers de tel intervalle à tel intervalle, c'est-à-dire de telle taille à telle taille. Parce que chaque fois que vous faites des sorties de fichiers, c'est là un poids. Vous pouvez donc décider que ça peut donc aller de tel poids à tel poids. Use default file name and folder, c'est-à-dire que ça dépend de, comment je veux dire, là où tu as créé le projet. C'est là où aussi, comment on appelle ça, le fichier ira par défaut. Bon, si vous décochez ça, ce sera généralement à vous d'aller réorienter, mais pour le moment, vous pouvez laisser ça coché. Voilà. On a des grids, comme je vous ai donc dit, les grids et les guides. Les grids, tout ça, ce sont des repères. Vous voyez ici, on a aussi Safe Margin. Et vous voyez, on a dans le fameux Action Safe et Title Safe qu'on a déjà vu dans Adobe Premiere Pro. Ici, maintenant, on te permet simplement de définir la couleur pour une grid. Est-ce que tu veux que son style, le style de la grid, que ce soit pour aller une ligne, line, dash line, c'est-à-dire des lignes, des traits interrompus. Est-ce que tu veux que ce soit des traits interrompus ou tu veux que ce soit des dots, des petits points qui se suivent les uns les autres? Maintenant, la couleur de la grille, tu peux définir cette couleur-là, tu peux la changer. Ici, par exemple, c'est le vert, mais tu peux la changer. C'est pour ça que nous sommes ici dans les paramétrages des préférences. Parce que tu mets des préférences qui te plaisent à toi. Tu peux changer les choses. Si tu n'aimes pas le vert, tu peux mettre le rouge, tu peux mettre le bleu, tout simplement en changeant ici, là. Tu peux faire ça comme tu veux. Pour mon cas, je ne vais pas changer, je vais faire cancel. Voilà. Et de la même manière qu'on peut changer la couleur des grids, on peut aussi changer les couleurs des guides, c'est-à-dire toujours ces marges-là, c'est-à-dire ces repères qui nous permettent de mieux contrôler la disposition de nos composites dans nos compositions dans After Effects. Voilà. Maintenant, on a donc les labels, les fameux labels. À quoi servent les labels? Les labels, ils permettent donc de définir des couleurs, c'est-à-dire que quoi? Tu peux par exemple décider que les solides, tu vois, les solides, par défaut, les solides viennent avec des couleurs rouges. Ça veut dire que chaque fois que tu vas créer un solide, ce solide-là aura une couleur rouge. Mais tu peux venir ici, tu changes. Et tu dis par exemple que non, moi je veux que tous mes solides soient par exemple jaunes. Et tu vois, voici le jaune qui va correspondre. Et si ce jaune-ci ne te plaît pas, tu peux cliquer ici. Tu peux par exemple le rendre plus fort, plus foncé, plus sombre, plus clair. Ça dépend de toi. Tu vois un peu, tu peux venir comme ça et ça dépend de ton visuel. Ça par exemple, je m'adresse ici à Divine. Divine a des problèmes de Dieu. Tu peux venir ici reparamétrer les labels, c'est-à-dire les couleurs qui vont définir tes différents calques. Ça peut donc être les solides, ça peut être les caméras, ça peut être les lumières, ça peut être les shapes, c'est-à-dire les formes. Ça peut être l'adjustment layer, c'est-à-dire le calque de réglage. Ça peut être le texte, ça peut être les objets nuls, jusqu'au dossier, folders, des images, les photos, les audios, les vidéos et les compositions. Donc, c'est à vous tu peux revenir ici, redéfinir les couleurs. Et maintenant, ce qui t'attend maintenant de faire un petit bloc-notes de dire que bon, voilà, dans After Effects, ma composition, c'est telle couleur, ceci, c'est telle couleur. Ce qui fait que quand tu auras plusieurs fichiers ici,
je veux dire plusieurs calques ici dans la timeline, tu peux facilement te repérer en fonction de la couleur du calque que tu auras dans la timeline. Tu sauras par exemple que quoi? Comme par exemple ici j'ai dit que tous mes solides seront jaunes, tout ce que tu verras jaune là, tu sauras que ça c'est un solide. Par exemple ici, on a par exemple le texte qui est resté ici en rouge. Tous les calques que tu verras ici en rouge, tu sauras que ce sont des calques de texte par exemple, tu vois. C'est très bien déjà comme ça de manière visuelle de pouvoir identifier tel ou tel calque. C'est très important parce que dans After Effects, tu peux te retrouver avec beaucoup de calques en un temps très court. Donc, il faut bien les labelliser, c'est-à-dire leur donner, il faut bien les labelliser, c'est-à-dire il faut bien leur donner des couleurs spécifiques pour que tu puisses facilement te retrouver. Donc, c'est ça. Donc après dans les labels, on a Media Index Cache, c'est-à-dire chaque fois que tu seras dans After Effects, tout ce que tu feras, c'est un peu comme quelqu'un qui défriche un champ. Quand tu défriches un champ, certes tu feras la propreté, mais tu feras aussi de la saleté parce que les herbes que tu vas couper vont rester là où tu as défriché. C'est ce qu'on appelle donc les disques cache, c'est-à-dire des fichiers déchets qui se créent. Chaque fois que tu travailles, pendant que tu es en train de travailler, il y a des fichiers déchets qui se créent et ils vont se stocker dans ce répertoire. C, utilisateur, MILS, c'est le nom de mon ordinateur, application data, local time. Donc ça va dans les fichiers temporels. Et ça peut arriver que parfois, à un moment donné, il y en a tellement trop. Donc tu peux venir ici, tu les vides. Ou bien tu peux venir ici, tu le changes de destination. Par exemple, si tu n'as plus d'espace dans ton disque C, tu peux les réorienter dans un disque autre que C, par exemple, ou bien une autre partition de ton disque dur. Mais il est toujours bien, il est préférable. Pour moi, ça me concerne, c'est une préférence qui m'est propre. C'est souvent mieux de laisser ça dans le disque C, surtout quand on est débutant, parce que ce sont des paramétrages un peu avancés. Pour les débutants, c'est pas très évident de comprendre ce paramétrage ici. Voilà, les vidéos preview, c'est-à-dire la prévisualisation de la vidéo, l'apparence. L'apparence, c'est tout simplement quoi? L'apparence du logiciel. Est-ce que tu veux un logiciel? Il y a un petit temps de latence là, voilà. Est-ce que tu veux un logiciel plus clair, lighters, ou est-ce que tu veux un logiciel plus sombre? Voilà, là, en fait, la base color. Là, j'espère que ça va se modifier. Parce que là, pour le moment, il n'y a pas de maudit. Voilà, c'est de ça que je parlais. Ça a pris un petit temps. Voilà, est-ce que tu veux un logiciel comme ça, par exemple, tu vois? Là, ça c'est hommage au mangeur de couscous. Qui mange le couscous? Qui aime le couscous en place? Bon, vous allez me dire ça plus tard dans le groupe. Voilà, donc ici, est-ce que tu veux une interface plus claire? Tu vois, les modèles aussi ici à Divine parce qu'elle a souvent mal aux yeux. Est-ce que tu veux une interface plus claire ou une interface plus sombre? Ça dépend de toi. Pour ma part, je préfère l'interface par défaut. Est-ce que tu veux maintenant highlight color? C'est-à-dire, tu vois ici au niveau des menus. Est-ce que tu veux rendre les menus plus vifs? Est-ce que tu veux rendre les couleurs des menus plus vives? Tu vois un peu? Ça aussi, c'est aussi paramétrable. Ou bien est-ce que tu veux changer le focus indicator? C'est toujours au niveau de ces petits menus-ci, ces petites surbrillances-là. Voilà. Donc, c'est ça en l'apparence. Ici, dans le nom des nouveaux projets, bon, ça, vous pouvez laisser ça. Auto-save, très important. Pendant que tu es en train de travailler, tu vas donc définir une fréquence, une période à laquelle le logiciel va faire des enregistrements automatiques. Ici, on me dit save every 20 minutes. C'est-à-dire, toutes les 20 minutes, le logiciel va enregistrer. Que tu aies fait CTRL S ou pas. Ça dépend de toi. Tu peux venir changer cette valeur. Par exemple, définir 5 minutes, 2 minutes, ça dépend de toi. Si tu veux que la période soit plus courte ou qu'elle soit plus étendue, c'est toi qui l'as défini. Maintenant, le maximum de projets, de versions. Ici, tu peux donc définir aussi un certain nombre, mais ce que tu dois savoir, c'est que plus tu définiras de nombre de projets différents, plus ça va te sucer en espace sur ton disque dur. Donc, ici, on parle bien de versions de projets, c'est-à-dire des versions de projets différentes les unes des autres. Au niveau de la mémoire, tu as donc ici la disposition de ta RAM. Mon ordinateur n'a que 8 Go de RAM. Et vous voyez que les 6 Go sur ces 8 Go sont utilisés pour les logiciels de la suite Adobe. Je n'en ai que 2 pour les autres applications.
Voilà, si vous pouvez avoir 12, 16 Go, 32 Go, c'est pas mal, c'est toujours très intéressant. Audio hardware, c'est, comme on avait dit, c'est la partie physique de, du moins, c'est ce qui gère le physique de ton ordinateur. Ici, mon audio hardware est en MME, tu vois, donc, voilà, en fait, quoi, c'est la carte graphique, tout simplement. La carte, pas graphique, c'est la carte son, voilà, c'est la carte son. C'est la carte son, c'est ce qui gère dans le son, et tu vois, il y a une latence de 200 millisecondes, c'est suffisant. Sample rate, 48 MHz, tu vois, c'est suffisant. Tu vois, c'est très suffisant, il faut le ça comme ça. C'est notre échantillonnage pour les vidéos. Voilà, carte graphique par défaut. C'est bon, et là je suis dans ici en MME. Si j'en avais plusieurs cartes graphiques, tout ça devait s'afficher ici. Voilà, donc ici c'est simple. Voilà, maintenant on est à audio output mapping. Est-ce que tu veux que ce soit sur telle ou telle carte graphique, côté gauche, côté droit? Bon, ça c'est des paramétrages dont vous pouvez d'abord vous dispenser pour le moment. Sync setting, c'est très bien pour ceux qui ont les versions complètes du logiciel. www.adobe.com, tu vois. C'est pour ceux qui ont les versions complètes du logiciel. Type, c'est tout ce qui concerne comme je dit, la typographie. Voilà, est-ce que tu veux que ta typographie text engine c'est le moteur. Est-ce que tu veux un moteur latin ou tu veux un moteur de l'Asie du Sud ou du moyen je sais pas, du Proche ou moyen Middle Eastern, des trucs comme ça. Mais pour ma part, on reste en latin. Le latin, pour rappel, c'est le français, l'italien, tout ce que vous connaissez là. Voilà, et là, quand tu as donc tes paramètres là donc réglés, tu peux donc valider sur OK. Vous voyez là, on n'a encore rien créé, on a encore notre logiciel vide, on n'a encore rien fait. Nous sommes juste en train, après avoir parlé de l'interface, présenté le logiciel, nous avons donc vu les préférences. Maintenant, nous allons donc parler des 6 piliers du logiciel. Quels sont les 6 piliers du logiciel? Les 6 piliers du logiciel Adobe After Effects, le premier pilier c'est ceci, le panneau projet. Voici le premier pilier. Pourquoi on parle de piliers? On parle de piliers parce que c'est, comme je dit, c'est ce qu'on utilise constamment. C'est ce dont on ne peut pas se passer. C'est ce dont on a toujours besoin. C'est pour ça qu'on parle des piliers du logiciel. Dans les 6 piliers de ce logiciel, on a quoi? Le panneau projet, on a le panneau composition 2, on a le panneau la timeline, je voulais dire 2, le panneau composition 3, on a ceci, la toolbox 4, on a les menus 5 et on a les textes. Voilà les 5 piliers du logiciel Adobe After Effects. Parce qu'on les utilise constamment. La palette projet, la timeline, la palette composition, le panneau de texte, la boîte à outils et les menus. Voilà ce qu'on utilise, voilà ce dont on se passe très difficilement. C'est ce qu'on utilise constamment. C'est pour ça qu'on appelle donc ça les 6 piliers de Adobe After Effects. Ayant donc vu dans ces 6 piliers de Adobe After Effects, nous passons dans la création d'une première composition. Pour créer notre première composition, on peut tout simplement, parce que bon, ça c'est à partir ici à la version 2019, on a déjà cette possibilité ici, par exemple, de venir ici, cliquer là et créer une nouvelle composition. Mais sur les versions 2015, on n'avait pas ces raccourcis-ci. Ce qu'on faisait généralement, c'est composition, nouvelle composition. Voilà ce qu'on faisait généralement. Avant, on faisait tout simplement CTRL N. Voilà, et on avait la même chose. Mais maintenant aussi, en cliquant ici nouvelle composition, on a comme je vais dire, une possibilité supplémentaire. À part dans cette possibilité supplémentaire, du moins avec dans cette possibilité supplémentaire, on arrive toujours à la même fin, ce que je voulais dire. La même fin qui va donc nous amener à faire quoi? Créer une composition. Une composition a donc des paramètres, comme on avait vu en classe. Une composition a son nom, une composition a son, comment je veux dire, son preset, c'est-à-dire son format, ses dimensions en hauteur et en largeur. Voilà, c'est ce qu'on appelle le preset. Dans le preset, on a dans les classiques de la vidéo, on a les formats standards, le NTSC, le PAL. Monsieur Mekinda, c'est vous, je m'adresse à vous particulièrement. Ici donc c'est le NTSC et le DBPAL. Hein?
allez revoir les formats. Ça, c'est les formats standards. Et si vous êtes un peu vigilant, vous allez remarquer qu'il y a des lignes qui séparent. Il y a des lignes qui séparent. Vous dites que ça, c'est une famille, ça, c'est une famille, ça, c'est une famille, ça, c'est une autre famille. Ce sont des... Et je vous avais dit que quoi? Il y a l'unité de base. Il y a les sous-multiples. Et il y a les multiples. Voici les unités de base ici. Le PAL et le NTSC. Pour rappel, le PAL utilisé en zone francophone, le NTSC utilisé en zone francophone mondiale, NTSC utilisé en zone anglophone mondiale. On a dans ce qui est au-dessus des standards, c'est-à-dire les HD, les formats HD, ouais, DVC Pro, HD TV, tout ça c'est la HD. On a dans ici le HD 720, c'est-à-dire le HD de base. On a le 1440 par 1080, on a le 1920 par 1080. C'est-à-dire le Full HD. Après le Full HD, on a ce qui est très au-dessus, le K, le 4K, le 8K, le 2K. Vous voyez, ça c'est donc au-dessus dans des formats HD. Après avoir défini dans le preset, on a donc ici la forme des pixels, pixel aspect ratio. Pixel aspect ratio, ici le pixel carré, vous avez dit c'est pour les écrans d'ordinateur. Si quelqu'un te demande une vidéo qui sera uniquement vue par des personnes qui ont des ordinateurs, par des personnes qui ont des téléphones portables, des tablettes. Square pixel. On a vu le square pixel. On a vu le widescreen 16 neuvième, monsieur Mekinda, 16 neuvième, ou le pixel standard, c'est-à-dire le 4 tiers. Le 4 tiers, c'est la grosse télévision qu'on avait avant. Voilà, la grosse télévision, les tubes cathodiques, là, c'est le 4 tiers, c'est qu'on avait avant. Mais c'est pas qui utilise encore ça maintenant. C'est très rare de voir les gens qui ont encore ça chez eux maintenant. Ça tend à disparaître. C'est pour ça que généralement on travaille avec soit du square pixel pour tous ceux qui sont sur internet, ou du 16 neuvième pour ceux qui ont les widescreen, c'est-à-dire les grands écrans. Voilà. Le frame rate c'est la cadence d'image. La cadence d'image. Comment compteras-tu ta seconde? Excusez-moi, le voisin est en chantier là. Comment compteras-tu ta seconde? Est-ce que ta seconde va équivaloir à 25 images? Est-ce que ta seconde va équivaloir à 8 images? Est-ce que ta seconde va équivaloir à 12, 15, 23,976 images, 29,937, 59, 60, 120, oui, jusqu'à 120, on parlait jusqu'à 120 sur After Effects. Vous voyez que After Effects est plus avancé que Adobe Premiere Pro. Dans, dans le frame rate, c'est-à-dire dans la cadence d'image, on a dans la résolution de la composition. On va avoir une composition intégrale, une composition en demi, de moitié, une composition au tiers, au quart. Vous pouvez définir au 8e, au 16e, ça dépend de vous. Et ici, on a dans la durée de la composition. La composition, elle fera combien de temps? Pour le cas échéant, ici, ma composition fera 36 secondes. Parce que nous sommes en time code. Heure, minute, seconde, image. Il n'y a pas de tiers en vidéo, on parle d'image. Ici, ça c'est le background color, c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan de ma composition. Je la définis en noir et je valide. Et là, je vais appeler ça ici, là, par exemple, appelons par exemple ça rattrapage. Bon, pas rattrapage, on va appeler ça TD extra. Voilà. On appelle ça TD extra. Voilà. Et je vais lui dire ici que je veux une composition de 10 secondes. 10 points. Et je valide. Pap. Voilà ma composition qui se crée. Voilà. Ma composition est créée. J'ai donc ma première composition que j'ai créée. Parce que notre but était de créer notre première composition. Quand j'ai créé ma première composition, j'ai donc cette composition qui s'affiche dans la palette de composition avec sa couleur d'arrière-plan. Et j'ai ici, vous voyez, cette icône-ci qui matérialise donc quoi? L'icône de la composition et le nom de ma composition. À partir du moment où j'ai une composition qui est créée, je peux donc déjà naviguer donc dans la timeline. Vous vous rappelez tout à l'heure, on ne pouvait rien faire dans la timeline parce qu'on n'avait pas encore de composition. On a donc la possibilité donc maintenant soit de venir donc ajouter des choses à cette composition, parce que maintenant on a donc une composition, c'est-à-dire on a un espace qui est vide. Il faut donc le remplir. Pour donc faire quoi? Du compositing. On a donc le remplir de composite. Et pour rappel, on avait vu que quoi? Il y a deux styles de calque. On a des calques natifs et des calques importés. Dans les calques natifs, on a quoi? Tout ce qu'on peut créer ici. Menu, on a déjà parlé des menus. Menu de calque, le texte, le solide, la lumière, la caméra, l'objet nul,
Shape Layer, la forme vectorielle. Adjustment Layer, c'est-à-dire le calque de réglage. Adobe Photoshop File, Maxon Cinema 4D Files. Je vais commencer par le premier calque, texte. Ça c'est un calque donc natif. Et je vais l'appeler ici Intel. Voilà, je l'appelle Intel. Et je valide avec entrée du pavé numérique. Et non avec vos touches chariot. Si je cliquais sur vos touches chariot, ça allait me créer une deuxième ligne. J'ai dans mon texte qui est là. Et vous voyez mon texte s'est créé dans ma timeline. Et j'ai mon premier calque donc dans ma timeline. Mon texte n'est pas visible. Pourquoi? Parce que sa couleur est sombre. Je viens ici. Je clique sur mon texte avec l'outil de sélection V. Je clique là. Et je vais le changer en blanc. Tout simplement. Et j'ai donc Intel. Voilà donc mon premier calque que j'ai créé. Ma résolution elle est en haut tiers. C'est pour ça qu'elle est un peu floue. Je ramène ma résolution donc ici en total. Voilà, ça devient plus net. Et là, S, je vais donc activer dans la première propriété. J'agrandis donc le texte comme ça. J'ai donc un très grand texte Intel. Voilà. Voilà mon premier calque que j'ai créé. Qui est donc quoi? Un calque natif, c'est-à-dire qu'on le crée à l'intérieur de Adobe After Effects. Il fallait dire Photoshop, excusez-moi. Maintenant, le second calque qu'on peut créer, c'est le solide. Le solide, c'est quoi? Il a failli demander, il a failli poser la question pour que l'un de vous réponde. Donc, le solide, c'est quoi? Le solide, c'est un appât de couleur. Comme on l'avait vu en classe, un appât de couleur qui permet aussi donc de porter des effets. Je vais l'appeler ici là BG. BG, c'est pour background. Background, et je vais valider. Vous voyez, le dernier solide que j'ai créé était orange. C'est pour ça que par défaut, ça vient avec la couleur du dernier solide. Et le solide vient avec les dimensions. Par défaut, le solide vient avec les dimensions de la composition. On peut donc lui donner aussi un nom. Je valide. OK. Vous voyez, maintenant, ceci s'affiche. Pourquoi ceci s'affiche? Ce message s'affiche parce que j'ai majuscule maintenu. J'ai dit caps lock. J'ai caps lock sur mon ordinateur. Comme j'ai caps lock sur mon ordinateur, le logiciel affiche ceci. Il faut donc que je désactive caps lock pour que le logiciel ait un affichage normal. Et vous voyez, dans mes préférences, j'avais défini que tous mes solides devaient avoir la couleur bleue. Le labels, vous voyez, le solide est maintenant venu avec la couleur jaune, je voulais plutôt dire. Et vous voyez, on a le jaune, on a le jaune. Vous voyez, c'est très bien. Ça fait que quoi? Tous les solides que je peux avoir ici, vous voyez, là je suis en train de faire CTRL-D, 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 CTRL-D pour dupliquer. Je sais que tout ce qui est jaune là, et vous voyez, j'ai défini un jaune vif. Je sais donc que tout ce qui est jaune, ce sont des solides. Vous voyez, et par exemple ici, vous voyez, là c'est rouge. Je peux revenir dans mes éditions, préférences, labels. Je dis donc que ici, tous mes calques de texte par exemple, vous voyez ici, je cherche texte, vous voyez, texte, red. C'est pour ça que c'est rouge. Si je viens ici, je dis plutôt que non, je veux pas que tu sois red. Je veux par exemple que tu sois, disons, green. Je veux que tu sois green. Et quand je viens ici, je dis que le green, ce sera en réalité, non, je vais pas dire green, je vais dire dark green, c'est-à-dire un gris sombre. Voilà. Et voici dark green. Je vais dire que dark green, tu es peut-être par exemple comme ça. Et là, je valide. Vous voyez, ça va changer ici du rouge au dark green que je viens de définir. OK. OK. Vous voyez, ça devient dark green. Ça fait que tous les calques que je verrai comme ça, je sais donc que ce sont des calques de texte. C'est très beau. Quand vous disposez ça comme ça et que vous retenez les labels que vous avez, que vous avez assigné à vos différents calques. Voilà. Maintenant ici, je vais d'abord supprimer ce qui est ici au-dessus. Je vais rester avec mon solide et mon calque de texte. Mon calque de texte ne se voit pas. Pourquoi? Parce que ici, on a le même principe que dans Photoshop. Le calque du dessus prend la prédominance sur le calque du dessous. Le solide ayant les dimensions de la composition, il cache donc mon calque texte qui est derrière. Je dois donc porter mon solide et le déposer derrière. Et j'ai donc mon texte qui est donc au-dessus de mon solide. On a donc déjà donc créé donc quoi? Deux calques natifs, c'est-à-dire quoi? Menu de calque nouveau, texte et solide. Light. Je vais donc prendre les lumières. La lumière, comme je vous ai dit, les lumières se créent sur des calques 3D. Ici, je n'ai pas pour le moment de calques 3D. Ce sera un peu, et vous voyez dès que j'ai validé, warning. Warning, c'est quoi? Warning, c'est-à-dire avertissement. Il me dit attention. Camera and lights do not affect to the layers. C'est-à-dire les caméras et les lumières n'affectent pas les calques 2D. Select a layer.
and choose layer 3D layer from the menu. C'est-à-dire, il me dit donc que tu dois le transformer en calque 3D, tout simplement. Show warning, il me dit donc, est-ce qu'il doit encore me montrer ça à chaque fois que je ferai l'erreur, ou il doit me montrer ça? Pour mon cas, je lui dis oui. À chaque fois que je ferai cette bêtise, il faut que tu me la notifies. Je dis ok. Je viens donc ici. Je porte donc ma lumière, je la mets au-dessus de mon texte. Et vous voyez comment fait-on donc pour transformer un calque 2D en calque 3D. Vous voyez cette petite icône-ci. On valide juste là. Vous voyez ici, là, cet alignement-ci. Je clique simplement là, tac. Et dès que je clique là, vous voyez, la lumière affecte le texte. Tout simplement. Dès que je transforme mon calque texte en calque 3D. Pour rappel, c'est ce petit cube-ci. Dès qu'il est actif, tac, le calque se transforme en calque 3D. On avait déjà vu tous ces petits boutons dans la timeline. Ici, c'est pour masquer ou afficher le calque. Exactement comme dans Photoshop. L'œil permet d'afficher ou de masquer. Si un calque a de l'audio, vous aurez cette petite enceinte. Ça ne veut pas dire que le calque attend un enfant. Ça veut dire que c'est le BAF. On appelle ça le BAF de manière prosaïque. C'est le BAF, l'enceinte. Ici, on a donc le solo. Mettre un calque en solo, ça veut dire que quoi? C'est lui seul qu'on voit. Quand un calque est en solo, ça veut dire que c'est lui seul qui est mis en avant. On a le solo, on a le lock layer. C'est-à-dire, tu vois, si je clique ici sur lui, tu vois, je ne peux plus le toucher parce que je l'ai lock. C'est-à-dire, je l'ai fermé avec le cadenas. Après, donc, ça, on a quoi? Le label, c'est-à-dire la couleur qu'on définit dans les préférences. On a le nom du calque ici. On a ceci, ces petites icônes-ci, très important, on le verra, il sert à hide, to hide, ça veut dire cacher. Il sert à cacher des calques. Parce que si vous en avez plusieurs ici, et que tous ne sont Parce que si vous en avez plusieurs ici, et que tous ne vous sont pas utiles, vous pouvez sélectionner certains et les cacher. Par exemple, je peux sélectionner ça. Celui-ci et celui-ci, et je viens ici, tu vois, j'active le aîné. Parce que après avoir sélectionné les petits, tu actives l'aîné. Je fais comme ça, tac, tu vois, ça disparaît dans la timeline. Je ne vois plus ça. Je n'ai pas supprimé. Je l'ai simplement hide. Et j'ai hide de telle sorte que ça quitte sur ma timeline. Donc ça me fait gagner en espace. Or, si je redésactive ceci et que je hide tout simplement avec le ici, j'ai effectivement hidé, si je peux utiliser ce néologisme, j'ai effectivement caché, mais je n'ai pas gagné en espace. Ils sont toujours présents dans ma timeline. Or, quand je désactive ici et que je cache là, ils sont cachés et je gagne en espace. Et ils ne sont pas supprimés parce que je peux venir les réactiver. Voilà. Après donc ceci, on a donc l'outil de pixelisation continue. Continuous Rasterize. Continue Rasterize Layer. Je vais désactiver ceci, c'est ça. La pixelisation continue. Vous voyez ce petit bouton-ci. Il est très utile parce que vous voyez ici, si j'agrandis par exemple le texte scale, j'agrandis le texte, vous voyez, j'agrandis le texte de manière déjà très grande. Là, je suis déjà à 2000 ici au niveau d'échelle, je suis à 2170 en échelle. Et vous voyez, il n'y a pas de pixelisation. Vous voyez, ça reste net. C'est parce que ce calque-ci a ceci activé. Comment on dit, pixelisation continue. Voilà, continuously rasterize. Voilà. Maintenant, on est en train de parler les calques 3D pour faire référence au calque de lumière. Je vais revenir en arrière avec mon échelle. Comme ça. Et vous voyez, si vous descendez et que ça ne descend pas suffisamment, en changeant la valeur comme ça, vous pouvez faire Shift et réduire. Ça va aller soit plus vite dans un sens, soit dans l'autre sens. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Maintenant, je disais donc que quoi, les calques de lumière, eux, ils sont donc effectifs donc sur les calques 3D. J'ai donc comment je veux dire, switché mon calque de texte de 2D en 3D, tout simplement en cliquant ici. Voilà. Maintenant, les types de lumière. Quels sont les types de lumière que nous avons? Si j'ouvre les lumières, non, là, on verra plus tard. Ici, nous sommes seulement ici dans la présentation. L'autre calque, c'est la caméra. Voilà, la caméra, on lui donne un nom, on lui donne le paramètre, distance focale, tout ça, tout note. On avait vu que note, c'est pour dire la bague. On avait vu ça en classe. Voilà. On le verra plus tard en détail dans les calques de
caméra. Ici, je suis juste en train de vous présenter les calques qu'on peut créer. Maintenant, ayant donc un calque de caméra, je peux donc prendre l'outil caméra et par exemple faire des rotations dans ma composition. Et vous remarquez que le solide ne rôde pas. Pourquoi le solide ne rôde pas? Parce que le solide est en 2D. Ici, voilà mon BG, il est en 2D. Si je le mets en 3D et que je tourne maintenant, vous voyez, il tourne avec tout le monde. Voilà. CTRL Z. Je vais le remettre en 2D pour le moment. Voilà. Je reviens ici, calque nouveau et on a donc l'objet nul. Voilà. L'objet nul, on a vu que quoi? L'objet nul était très intéressant pour faire quoi? Enfant-parent. Si je prends le texte, je lui dis que toi, tu vas devenir l'enfant du solide. Si je clique ici et que je fais descendre le solide, le texte descend avec le solide. Pourtant, non, pas le solide, excusez-moi, avec l'objet nul. Pourtant, c'est l'objet nul que je suis en train de faire bouger. Voilà. Donc, voilà, comment je vais dire, ce à quoi nous sert généralement donc quoi? L'objet nul. Maintenant, à part l'objet nul, on a donc calque. Nouveau calque ici. On a donc shape layer. Shape layer. Je vous ai dit que pour créer un shape layer, voilà, c'est dans le menu de calque shape layer. Le shape layer actuellement il est vide. Voilà. Mon shape layer actuellement il est vide. Il faut maintenant que je le définisse comme ça. Voilà. Voici mon shape layer. On a vu que le shape layer a quoi? Le fond. Je vais mettre ça en vert pour que vous voyez. C'est pas pour un souci de design, c'est juste pour voir. Et un contour qui est en orange. Orange sur orange, ça ne se voit pas trop. Je vais mettre ça en blanc. Voilà. Et je peux définir la taille de ce contour. Voilà. Voilà ce qu'on appelle un shape layer. Et dans le shape layer, si je clique et je maintiens appuyé, je peux créer un rectangle arrondi, l'ellipse, le polygone ou l'étoile. Voilà. On le verra plus tard. Et pour en dessiner un autre, je dois d'abord faire CTRL SHIFT A pour tout désélectionner. Je clique et je maintiens par exemple, je vais par exemple dessiner encore ici une étoile. Et vous voyez par défaut, l'étoile vient avec les paramètres de la forme vectorielle précédente. Voilà, là j'ai une très belle étoile. Certainement pour que le Cameroun ait une 6e étoile à la CAN. Voilà. À part donc ça, on a donc quoi? Ici, le nouveau calque qu'on a, on a l'adjustment layer. Adjustment layer, très important par exemple pour porter par exemple des effets. Parce que c'est un calque de réglage. Couleur colorimétrie curves. Couleur colorimétrie curves. J'ai déposé la curve, c'est-à-dire la courbe sur le calque de réglage. Adjustment layer. Tu vois, si je modifie ma courbe comme ça, ma courbe est déposée sur l'adjustment layer. Et tout ce que j'ai fait sur l'adjustment layer affecte tous les calques du dessous. Et ce qu'on avait vu dans Adobe Premiere Pro. Et maintenant ici donc on a quoi? Les fichiers Photoshop et calque Photoshop et calque Cinema 4D. On en reparlera plus tard. Voilà donc une présentation sommaire de ce qu'on peut faire dans une nouvelle composition. Et là, c'est ce qui concerne donc quoi? Les calques natifs. Ça, ce sont les calques natifs. Si je vais donc chercher donc quoi? Les calques importés. Les calques importés, donc ça peut donc être par exemple quoi? Ça peut être par exemple une vidéo. Vous voyez, je peux donc importer par exemple une vidéo. Ça, c'est ce qu'on a donc appelé donc ici les calques natifs. Ça, c'est le calque de la musique qui est en train de jouer actuellement, la musique que vous êtes en train d'écouter. Ici, je prévisualise. Vous allez tout simplement l'écouter. Donc, ça, c'est la musique qui est en train de jouer là tout à l'heure. Bon, comme elle commence un peu en adouci, elle ne commence pas totalement. Elle commence avec un fade-in. Et ça, c'est la musique qui est en train de jouer là. Voilà. Là, on a donc la vidéo. Je peux importer encore quoi? À part la vidéo, je peux importer encore ici une image. Je peux importer encore ici une image. Vous voyez? Voilà donc les calques importés. Je peux importer encore une image. Et si vous êtes vigilant, je vous avais dit que quand un calque a de l'audio, vous voyez, ceci est activé sur lui. Voilà donc une image. Je peux importer une image. Je peux importer encore par exemple un fichier Photoshop par exemple. On verra donc, tu vois, fichier Photoshop. Et là, on a donc une particularité. Quand on importe des fichiers Photoshop, on a cette boîte de dialogue. Est-ce que tu veux importer uniquement le fichier ou tu veux importer toute la composition? Tu vois? Et là, j'ai dit OK. J'ai dit que importe-moi toute la composition en maintenant les dimensions de calque. Ça veut dire que quoi? Je vais importer le fichier Photoshop
tel qu'il a été créé dans Photoshop. La même disposition, les mêmes effets que j'ai eu à déposer là-bas, tout ce que j'ai eu à faire dans Photoshop, ça va venir comme ça de manière exacte, le PSD exactement. Ça veut dire que je peux retoucher uniquement le texte, je peux retoucher uniquement un élément individuellement de l'autre. Or, si j'avais importé en faisant footage, par exemple, tout ça devait s'aplatir, tu vois, footage, merge layer, merge. To merge, ça veut dire fusionner, c'est-à-dire lier, tout devient un seul. Ou, si je n'avais pas voulu lier, j'allais choisir un calque spécifique. C'est donc à toi, dans ce contexte-là, de connaître les noms de tes calques. Pour ma part, je vais annuler ceci parce que c'était une composition un peu très lourde. Je pense qu'elle faisait dans les quelques gigas comme ça. Bon, on verra ça devant. Quand on verra comment importer les fichiers Photoshop et le fichier Illustrator. Et comme je vous ai dit, même les fichiers Illustrator, pour aussi les importer. Je vous avais dit ça dernièrement. Il y a une manière donc de faire l'export dans Illustrator. On le verra dans ces 4 vidéos que nous allons prendre. Voilà. Maintenant, après cet import, on a donc une organisation. Et l'organisation, c'est à partir donc de l'organisation et la construction d'une composition. C'est ça que nous allons donc voir demain. Voilà. Voilà le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il s'est très bien passé. J'attends vos réactions dans le groupe, j'attends vos questions dans le groupe. Toutes vos questions, toutes vos préoccupations, je les attends. Donc, passez un excellent vendredi et on se dit à demain. Et n'hésitez pas dans la journée, toutes les questions que vous aurez, vous pouvez me les poser. On va évoluer comme ça et on continuera jusqu'à finir la formation. Voilà, bonne journée à tous, merci.